il y a des pros de beaucoup d'autres choses. Et l'idée importante, je trouve, comme toujours en médecine, c'est d'essayer de rassembler tout ce beau monde parce qu'évidemment, il y a de la vérité un peu partout. Là, c'est vraiment, pour le coup, on rentre dans l'immuno. Et donc, voilà, merci beaucoup à Julien de nous en parler. Merci pour votre invitation. Donc évidemment, c'est un travail. Moi, je suis néphrologue transplanteur immunologiste, donc absolument rien à voir avec. C'est pas du tout mon quotidien. Et donc c'est un travail qui est mené évidemment totalement main dans la main avec les obstétriciens, mais aussi avec les internistes qui prennent en charge beaucoup de ces patientes, et en tout particulièrement Alexandra Benaki, qui est motrice dans ce projet depuis le tout début. Donc l'objet de ce travail et de cette étude qu'on veut poursuivre, et je vais revenir donc sur un petit peu le rationnel immunologique, c'est que l'analogie entre une greffe d'organes, qui est mon quotidien, et une grossesse, elle a très vite été battue en brèche parce que la grossesse est très particulière. Elle fait en sorte de manière à se préserver de la réponse immunitaire de la mère. Et une des premières choses qu'elle fait, c'est de cacher les antigènes qui provoquent la réponse de rejet, et en particulier ce qu'on appelle le système HLA, le groupe tissulaire. Et donc le système HLA, qui est la principale force motrice de la réponse en greffe, et normalement, les molécules HLA ne sont pas présentes à la surface du placenta. Donc ça, c'est un premier concept qui est important. La deuxième chose, c'est que la mère, elle met en place plein de mécanismes immunologiques pour réduire cette réponse immunitaire. Je ne veux certainement pas revenir sur tous ces mécanismes, mais celui-ci, il est assez récent, il est assez spectaculaire, et j'ai entendu tout récemment la PI de ce travail le présenter, et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que on a pensé à un moment que le placenta était en fait simplement une espèce de zone tampon protectrice du bébé qui permettait de protéger le bébé du système immunitaire. Et en fait, on se rend compte que ce placenta, il relargue en permanence plein de petites particules, de microvésicules dans la circulation maternelle, et que donc, et du coup, plaçant un contact entre le système immunitaire de la mère et les antigènes du bébé, y compris à distance du placenta. Donc finalement, ça collait pas. On avait du mal à expliquer comment la mère faisait pour ne pas monter une réponse immunitaire vigoureuse contre son fœtus. Et ce que ces auteurs ont montré nord-américains, c'est que il y a les protéines qui sont à la surface du placenta, elles vont être recouvertes de petits résidus sucrés qui seront différents des autres tissus. Et c'est ces petits résidus sucrés qui vont empêcher des cellules du système immunitaire très importantes qu'on appelle les lymphocytes B de monter des réponses anticorps, ou en tout cas de les diminuer énormément. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important qui, pour le moment, est essentiellement établi dans des modèles expérimentaux, mais est en train de prendre corps chez la femme. Alors on sait que ce n'est pas un système parfait. On sait par exemple que les femmes peuvent s'immuniser contre ce fameux système HLA, et en particulier du HLA qui vient du père, donc qui est perçu comme quelque chose de différent. Si jamais un homme donnait à son épouse un transplant rénal sans immunosuppresseur, sans anti-rejet, le greffon serait rejeté immédiatement. Et pourtant, le fœtus, dans l'immense majorité des cas, il ne l'est pas. Donc c'est bien qu'il y a un système qui se met en place. Mais ce système est imparfait puisqu'on voit qu'un grand nombre de femmes s'immunisent contre les molécules HLA du fœtus qui sont héritées du père. Mais c'est des immunisations qui sont faibles. Et c'est ça qui est important pour comprendre la suite. Alors, nous, on s'est intéressé, une fois qu'on a réfléchi un petit peu à l'analogie qu'il pouvait y avoir entre la grossesse et la transplantation, il y a une chose qui, nous, est notre quotidien en transplantation, depuis maintenant 20 ans, c'est le rejet des greffons liés à des anticorps, en particulier les anticorps anti-HLA. Et il y a un trépied diagnostique pour retenir ce diagnostic. C'est d'abord le fait d'avoir des anticorps qu'on détecte dans le... Je ne sais pas si j'ai une flèche, mais en tout cas là vous voyez peut-être. C'est avoir des anticorps qu'on détecte dans le sérum du patient. On trouve des anticorps contre les molécules HLA du donneur. D'avoir des stigmates que ces anticorps créent une lésion tissulaire. Et ces stigmates, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont activer l'inflammation dans l'organe, et par différents, ils vont créer des dépôts de molécules qu'on appelle le complément, et puis ils vont recruter des cellules. Donc, ces anticorps, ils sont présents, et en plus de ça, on a l'évidence qu'ils créent de l'inflammation. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans tous les organes. C'est-à-dire que ça a d'abord été montré dans le rein, et c'est maintenant connu dans le foie, le cœur, le poumon, l'intestin. Et quand on a ça en tête, et qu'on voit cette maladie-là, qui est une maladie terrible, sur laquelle je vais revenir, qui est une maladie qui s'appelle l'intervilite chronique histiocytaire, en français, c'est une maladie qui crée justement énormément d'inflammation dans la chambre du placenta, entre les villosités placentaires, et cette inflammation, elle ressemble énormément à celle qu'on voit dans les greffons rejetés. Elle survient
Alors c'est une maladie rare, hein, 5 sur 10 000 grossesses, mais enfin malgré tout c'est pas si rare que ça, et surtout ça a un pronostic effroyable puisque entre 40 et 50% des enfants ne naissent pas vivants. La récidive est très fréquente, 70 à 100% des cas, et puis jusqu'à présent la pathogénicité, enfin les mécanismes physiopathologiques n'étaient pas très bien compris. Et puis alors du coup il y a eu ces deux premiers cas qui servent un petit peu de modèle et sur lesquels maintenant on a construit l'étude dont je vais vous parler. Ces cas-là c'était deux femmes qui avaient eu une première grossesse parfaitement normale, avec un enfant à terme, de développement normal, aucun souci, et qui, lors des grossesses ultérieures, ont brutalement un grand retard de croissance intra-utérin, à tel point qu'à un moment, les obstétriciens considèrent, et les pédiatres considèrent que ça n'est pas viable, et qu'il y a une interruption de grossesse. Lorsqu'on regarde le placenta de la deuxième grossesse, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu d'inflammation. Ces petits bouts marrons qu'on voit dans la chambre intervileuse, c'est des cellules inflammatoires qui n'ont rien à faire là, qui s'accumulent. Et puis, dans la troisième grossesse, la suivante, là, c'est un tapis de cellules. Et on comprend qu'avec en plus des dépôts de substances qu'on appelle la fibrine qui altèrent encore plus les échanges d'oxygène et de nutriments avec le fœtus, entre la mère, le sang de la mère et le fœtus. Et tout ça, évidemment, on comprend que ça pénalise énormément le développement fœtal. Alors, la ressemblance est tellement forte avec ce qui se passe dans un greffon rejeté qu'on a voulu voir si on retrouve également tous ces stigmates satellites de la présence des anticorps, en particulier les dépôts de compléments. Et c'est ce que vous voyez ici sur les villosités en brun qui entourent totalement les villosités du placenta. Vous voyez ces dépôts marrons qui sont du complément et qui sont vraiment très évocateurs de ce qu'on voit dans un rejet rénal, au cours d'un rejet de greffon rénal. Alors là, vous pourriez me dire, mais attendez, dans votre histoire, il y a quelque chose qui me cloche. C'est que je vous ai dit au début que ces molécules HLA, elles n'étaient pas à la surface du placenta, c'est-à-dire que normalement, le système immunitaire de la mère, même s'il monte une réponse, il ne doit pas avoir sa cible à la surface placentaire. Sauf qu'en situation d'inflammation, dans cette maladie-là, on voit très clairement que vous voyez qu'à gauche, vous avez un placenta normal, vous ne voyez aucun marquage, aucun liseré brun à la surface des villosités placentaires, donc ces molécules H-là ne sont pas exprimées, mais que chez ces deux patientes, on voit ce petit dipôle brun, ce liseré brun qui montre qu'il y a une expression de ces molécules H-là, donc en fait, des cibles sont présentes que le système immunitaire de la mère peut reconnaître. Alors, est-ce que la mère est capable de monter des anticorps ? La réponse est oui. Ça, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez qu'elle monte des anticorps contre le fœtus, de ce qu'on appelait en greffe, on parle de donor specific antibody, des anticorps spécifiques du donneur. Ici, on appelait ça des fœtus specific antibodies. C'est vraiment des anticorps qui sont spécifiquement dirigés contre les molécules HLA du fœtus. Et les titres d'anticorps ici sont absolument monstrueux, sont très élevés. Ce serait par exemple en transplantation un obstacle total à entreprendre une transplantation. L'organe serait nécrosé sur table. Donc c'est pour vous donner une image à quel point ces anticorps sont à des titres très élevés, donc nécessairement cytotoxiques. Donc l'analogie elle est relativement simple, c'est que vous avez effectivement la présence d'anticorps et des stigmates que ces anticorps activent le système immunitaire par l'activation de cellules inflammatoires, par les dépôts de compléments. Et puis maintenant, voilà, on a poursuivi cette étude. Là, on a déjà un certain nombre d'autres patients. À chaque fois, on trouve des anticorps, des titres très forts. Il y a peut-être, et c'est quelque chose qui peut être intéressant, en particulier pour une réponse aux interrogations sur les grossesses à venir, la possibilité de faire une stratification du risque en fonction du niveau d'anticorps. Si l'anticorps est très élevé, le risque est peut-être plus élevé que si l'anticorps est un titre moyen. C'est ce qu'on connaît en transplantation. Ça reste à être démontré au cours de la grossesse, mais là, ces premiers résultats le suggèrent. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est important, c'est que ces travaux ils sont possibles par une interaction transdisciplinaire et c'est ce qui, je pense, va faire la force de ces études et des conclusions qu'on pourra en tirer, qu'elle permet de réunir autour d'une table à la fois des néphrologues, enfin des transplanteurs d'organes, des immunologistes, des anatomopathologistes spécialisés dans la pathologie du transplant, mais aussi des pathologistes dans la phytopathologie, et puis des médecins qui prennent en charge ces femmes, c'est-à-dire des obstétriciens évidemment, puis des médecins internistes. Alors l'étude, donc, cherche à valider toutes ces pistes préliminaires qui, pour le moment, vous le voyez, reposent quand même sur un nombre limité de cas, et ce, de manière rigoureuse. Et donc le premier critère, c'est de savoir combien de patientes dans les trois groupes qu'on va étudier, je vais y revenir, remplissent ces trois critères prérequis pour cette étiquette de rejet médié par les anticorps, dit rejet humoral, c'est-à-dire la présence d'anticorps, de dépôt de C4D et d'inflammation par des monocytes sur des marquages placentaires. Et puis on va évidemment accumuler un certain nombre d'autres informations, des critères de jugement secondaires pour évaluer
le rôle de ces anticorps, l'importance de l'immunisation. Ce qui est important, c'est qu'on va faire, et c'est ce qui manque jusqu'à présent, une comparaison rigoureuse entre 3 groupes de patients. D'abord, des femmes qui ont cette intervillite chronique histiocytaire. Ensuite, des patientes qui ont également des problèmes de fertilité avec des pertes au 2e trimestre, des patientes qui ont des antiphospholipides. On sait qu'il peut y avoir des dépôts de compléments, comme dans la maladie qu'on a décrite, mais a priori, on ne devrait pas trouver des anticorps anti-HLA des mêmes titres. L'objectif, c'est justement de montrer que c'est d'autres mécanismes lésionnels qui sont impliqués, que ce mécanisme d'allo-immunisation, d'immunisation contre l'autre qu'on voit dans l'intervillite chronique histiocytaire est vraiment caractéristique de cette maladie. Et puis également, évidemment, d'étudier des femmes qui ont eu plusieurs grossesses et avec des déroulements simples et montrer qu'elles n'ont pas cette immunisation de cette ampleur. Donc l'étude est relativement simple, elle est complètement articulée sur ce qui a déjà été entrepris chez les premières patientes, c'est-à-dire d'être capable de typer, de faire un typage HLA du père, de la mère et de la descendance, avec au moins un enfant pour lequel le placenta montrait des lésions d'intervillite, pour montrer qu'il y a vraiment une immunisation spécifique contre les antigènes HLA du fœtus, rechercher ces anticorps dans le sérum de la mère, et enfin caractériser par des études complémentaires, des marquages complémentaires sur le placenta, tous ces stigmates qui montrent l'inflammation satellite de ces anticorps. Alors ça réunit plusieurs centres, en particulier, il y en a un grand nombre en Île-de-France, mais il y en a également à Bordeaux, à Lille, où il y a des cohortes importantes de femmes qui ont cette maladie, avec des registres. Et puis, voilà, les critères d'inclusion, bon, peu importe, ça c'est vraiment des détails, mais c'est le critère, je pense, qui est important pour nous, c'est celui qui vraiment a d'abord évoqué un mécanisme d'immunisation, c'est-à-dire une première grossesse normale. Cette première grossesse, c'est parce que c'est probablement à la fin de cette première grossesse que va avoir lieu l'événement d'immunisation de la mère contre les antigènes du fœtus et qui n'aura de conséquences que sur les grossesses ultérieures. Et donc ça, c'est vraiment un des critères qui est important pour recruter ces patientes. Il faut évidemment avoir accès à de l'ADN. Et puis les groupes contrôle, c'est des patientes avec des syndromes des antiphospholipides et des grossesses normales. Chose importante, les grossesses normales, évidemment, il n'y a absolument pas de placenta en banque stocké, donc ça sera un recrutement prospectif, à la différence des 2 autres cohortes de patientes pour lesquelles il y a déjà du matériel stocké en anatomopathologie. Voilà, je crois que j'en ai terminé là, et donc si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julien. Des questions ? Alors, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure, je crois, toute la force de la médecine collaborative, c'est que vous avez, c'est un néphrologue, moi je suis un interniste, on n'a rien à voir avec les grossesses normalement, et qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, comme dans toute médecine, chacun voit sa vision. C'est pour ça que les théories, personnellement, de tout expliquent tout, à mon sens, ne sont pas jamais les bonnes. La génétique n'explique pas tout, malgré tout ce qu'on peut voir. On sait tous qu'il y a des modes aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, la force, c'est comme cette collaboration qui permet justement de montrer des nouveaux outils. Donc sur les outils immunologiques qu'on parlait tout à l'heure, il n'y a quasiment aucun validé. Tout ce qui est anticorps, etc., classiques auto-immuns sont rarement positifs en vrai. Bon, les anti-TPO peut-être, et qu'on manque d'outils. Donc c'est un premier outil que Julien et Alexandra ont mis en place. Je pense que voilà, dans un contexte particulier, où je ne sais pas, vous avez bien compris, mais c'est parce que je me permets, parce que je sais que c'est peut-être un monde moins d'immunologues, et donc voilà, moi je ne sais pas accoucher, donc voilà, chacun son domaine. Et que donc sur le placenta, c'est vraiment la démonstration d'un rejet de greffe. C'est ce qui vous a montré vraiment très bien Julien. Donc c'est vraiment là un exemple qu'on n'a pas toujours dans les grossesses arrêtées par contre. Alors, question au néphrologue, est-ce que les patientes greffées, et en particulier les patientes greffées d'utérus, qui prennent donc des médicaments anti-rejet, font-elles moins de fausses couches ? On ne sait pas. Voilà, je crois que pour le moment, c'est trop prématuré pour se prononcer. Il y a quand même un nombre relativement limité. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que la question sur cette thématique de rejet, que je trouve encore plus un sujet vraiment d'interrogation, c'est lorsqu'il y a un don d'ovocytes. Parce que là, un grand nombre des mécanismes de tolérance de la mère à l'encontre du fœtus vient du fait que 50% du patrimoine génétique du fœtus vient de la mère et que ça lui permet de le reconnaître en partie et de mettre en place ces mécanismes de régulation. Lorsque on a un œuf qui est 100% différent, donc 100% allogénique, là, à ce moment-là, ces mécanismes ont plus de mal à se mettre en place et de fait, il est connu que les femmes qui ont des dons d'ovocytes font plus de vilite et d'intervilite.
À mon avis, ça conforte l'idée qu'il y a un processus d'allo-immunisation. Alors, dans ce sens-là, je pensais que quand il y a un double don, qui est autorisé en France actuellement, un double don de sperme et d'ovocytes, le système HLA va se comporter de façon perturbée. Que ça soit le conjoint ou un autre, un don de... Ça c'est difficile. De toute façon, c'est différent. Le système HLA, de toute façon, sera différent. Et vous pensez que dans les dons d'ovocytes, c'est une des causes de l'augmentation des complications de la grossesse aussi? Dans le don d'ovocytes, encore une fois, il n'y a pas de possibilité pour la mère de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui dépendent de la reconnaissance dans son propre HLA, parce que son propre HLA est normalement porté par le fœtus, et là, lorsqu'il y a un don d'ovocytes, il ne l'est pas. C'est pour ça qu'il y a des équipes espagnoles qui travaillent sur le système HLA pour Matché. matcher. Ça me paraît bien, ça. Mais alors attention, une fois de plus, l'anthéoïde c'est 0,5 à 1% des placentas. Donc on comprend bien que ça n'existe pas chez tout le monde. Hein. Le système immunitaire est beaucoup plus compliqué que ça. Là, je pense que Julien et Alexandre, ils ont eu la chance, entre parenthèses bien sûr, de tomber sur un modèle qui est extrêmement à l'extrême et donc qui est très beau, propre, entre parenthèses. Hein. Mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, Julien, mais tous les mécanismes d'anthéoïde ne sont peut-être pas forcément expliqués par ce contexte de rejet humain, non ? Ça, de toute façon, pour avoir des réponses formelles, il faudra étendre la... Vas-y, Alexandre. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir trouvé le mécanisme de l'intervilite. C'est chez ces patientes qui ont un premier événement, donc soit retard de croissance intra-utérin, soit fausse couche, soit même peut-être IVG, et qui derrière font des retards de croissance très sévères ou des morts in utero ou des fausses couches à répétition. On a trouvé chez 2 patientes, alors elles avaient toutes les deux une première grossesse normale. Mais on en a maintenant qui ont déjà un événement de grossesse et derrière, elles n'arrivent plus à concevoir correctement. Et donc c'est dans ce groupe-là, et c'est pour ça que les critères de sélection pour l'étude sont ultra stricts. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a un nouveau papier qui est sorti cette semaine d'une équipe anglaise d'Emily Cornish qui va dans notre sens. C'est qu'en fait, elle s'est associée à une association de patientes anglaises. Et elles ont démontré que chez 14 patientes qui avaient eu des histoires exactement comme nos 2 patientes, les 14 patientes ont eu recours à des mères porteuses et avec leur ovocyte et le spermatozoïde de leur conjoint, ils ont obtenu 14 grossesses. Et donc c'est un argument supplémentaire pour notre théorie, entre autres, d'un mécanisme totalement immunologique, puisque quand on prend l'œuf avec les mêmes conjoints et qu'on le met chez une autre patiente, dans tous les cas, ils ont obtenu une grossesse. Donc c'est un argument très fort pour notre hypothèse, mais bon, ça peut être aussi pour d'autres théories aussi. Et donc ça, c'est une autre association qui est maintenant internationale hein, sur les intervilites chroniques, qu'on n'a pas pu inviter cette fois-ci parce que sa présidente est anglaise et que bon, elle pouvait pas, qui est vraiment exceptionnelle hein, dans le travail qu'elle a fait, en tout cas jusqu'à maintenant. Bonjour Julien, merci pour cette belle présentation. Projetons-nous dans l'avenir. Imaginons qu'on confirme avec ton étude un certain nombre d'hypothèses. Quelles hypothèses tu imagines pour traiter des patientes qui auraient ce problème-là? Quelles hypothèses? Alors, nous, les anticorps anti-HLA qui limitent et qui confinent des personnes en dialyse parce qu'on ne peut pas les greffer tellement les niveaux d'anticorps anti-HLA sont élevés et qui n'ont pas accès à la greffe, c'est notre quotidien. Et on a du coup aujourd'hui des outils pour diminuer ces anticorps de plus en plus puissants et qui permettent de redonner accès à la greffe. Le problème, c'est que la grande difficulté, c'est qu'on ne peut évidemment pas transposer ce qu'on est prêt à entreprendre avec un peu de frein éthique chez des gens qui sont confinés en dialyse et donc qui ont une vie qui est un enfer, à des femmes qui par ailleurs vont bien. On ne peut pas faire prendre le même risque. Donc ça, c'est évident que tout ça devra être évalué, balancé. Moi, ce qui me semble important pour être capable de répondre à ta question, c'est d'abord de voir ce qui finalement est le plus délétère. En transplantation, on veut retirer les anticorps parce qu'on sait que l'organe, on veut le garder très longtemps. Là, on veut garder un enfant 9 mois. Donc 9 mois, ce qu'on veut, c'est retarder les choses, freiner les mécanismes qui sont associés à ces anticorps. Et c'est peut-être ça la meilleure stratégie, c'est en fait empêcher que ces anticorps, qui par eux-mêmes, si on les dépouille de leur capacité à recruter d'autres médiateurs de l'inflammation, ne seront pas très agressifs. Ce qu'on veut, c'est peut-être bloquer le complément, avoir un effet anti-inflammatoire qui évite ce tonnerre inflammatoire dans la chambre intervileuse. C'est peut-être ça en fait, c'est jouer sur tout ce qui est en aval, l'inflammation en aval.
Merci. Nous, on a profité de votre expérience, Julien, et dis-moi ce que tu en penses. On a 2 femmes qu'on a traitées avec donc Noémie Abisror, qui ont donc des femmes avec des antécédents lourds, hein, c'est 12 et 14 grossesses arrêtées, avec donc des intervillites, qui, une fois de plus, là je le dis vraiment à notre public obstétricien, le placenta n'est peut-être pas très informatif souvent, mais dans ces cas-là, il est majeur, parce que ça nous donne une information capitale hein, pour le traitement. Donc voilà, on a dû se battre. Hein, je félicite Noémie Abisror qui s'est battue, pas moi, mais et les internes pour récupérer. Donc où il y a bien des antérites après relecture donc d'Aurore Coulon que j'ai vu, je crois ici et que je vraiment remercie parce que il y a plus beaucoup de fétopathes aujourd'hui malheureusement. Enfin en tout cas ils sont moins nombreux. Donc elle fait à chaque fois le travail quand on lui demande de le relire. Nous on les a traités. Donc c'est des grossesses bien sûr qui étaient traitées dans d'autres centres par beaucoup d'autres molécules. Donc on a profité de votre expérience. On a fait les anti-HLA qui étaient très positifs, 6 000 je crois, 10 000. Ouais. Et donc on a fait IGIV, les 2 ont accouché là, une quand même un petit peu plus tôt, puisqu'elle a été je crois à 35, mais bon, qu'est-ce que tu en penses Julien? Les IGIV, c'est... Alors là je suis désolé parce que je peux rentrer dans une considération un petit peu plus immunologique, technique, mais ce qui est important c'est de voir qu'un des mécanismes peut-être d'action des IGIV qu'on utilise nous pour neutraliser les anticorps anti-HLA, c'est qu'en fait ils vont rentrer en compétition pour un mécanisme de recyclage qui dépend d'un récepteur qu'on appelle le FcRn, c'est un récepteur fœtal, néonatal, qui est en fait un récepteur qui permet aux anticorps de passer le placenta. Et ça, je suis intimement convaincu que quand on inonde une femme d'anticorps comme ça par ces IGV que vous avez fait, vous allez rentrer en compétition sur le FcRn et limiter le nombre de passages d'anticorps qui passent côté fœtal. Et ça peut être le premier effet très bénéfique. Et il y a une publication anglaise d'il y a quelque temps qui montrait des femmes qui avaient de l'intervillite et une thrombopénie néonatale. Ils ont donné les IGV pour la thrombopénie néonatale, mais en fait, ces femmes ont eu un effet relativement mitigé sur la thrombopénie, par contre n'avaient plus lésion d'intervillite lors de l'accouchement. Donc je suis intimement convaincu que ça peut diminuer ce passage d'anticorps côté fœtal et par ce biais-là, du coup, avoir un effet bénéfique. Super, bah écoutez, je crois que voilà, merci beaucoup encore. Et enfin, on peut être fier parce que c'est une première française et c'est vraiment les équipes françaises, hein, donc celles de Julien et d'Alexandra, qui ont démontré ce concept qui est maintenant très 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 prisé à l'international. Alors, je vais peut-être faire un tout petit talk parce que je sens que c'est le bon moment. Il est où mon topo? C'est RPL, hein, c'est ça? Parce que si vous voulez, c'est peut-être le moment. Moi, je vais faire 5 minutes parce que comme ça, c'est moi qui va être puni de notre retard. Mais pour introduire un peu l'immuno, alors je ne vais pas vous faire la différence homme-femme. Je sais qu'il y a eu beaucoup de probablement, mais l'idée, si vous voulez, de ce talk, c'est juste de vous bien faire comprendre que dans une société aujourd'hui où l'homme et la femme doivent être égales, je crois que là-dessus, il n'y a pas de discussion. Sur le plan immunologique, en revanche, l'homme et la femme sont vraiment différents. Et que, c'est vrai, on peut voir les choses toujours dans les différents sens. Pour les femmes qui font des grossesses arrêtées, c'est terrible, mais dans l'autre sens, certains hommes, je fais des fois partie de cela, envient les femmes de pouvoir faire des enfants. Et donc c'est vrai que c'est dans ce sens, on ne voit pas souvent les choses comme ça. Je voulais juste vous redire 2-3 petites choses là-dessus, donc je vais aller assez vite. Le système immunitaire sert donc à la tolérance materno-fétale, donc on va le voir très vite, sert à protéger donc des infections, sert à protéger contre les tumeurs et sert à protéger contre l'auto-immunité, donc de façon habituelle. Et donc chez les hommes et les femmes, il y a une différence majeure là-dessus. Les femmes sont, vous voyez ici en rouge, hein, et les hommes en... Ça passe pas. Alors pourquoi ça passe pas? Ah, voilà. Ouais, pardon, j'étais là. Donc les femmes, vous le savez, hein, sont très enclins à faire des maladies auto-immunes. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein, c'est quasiment 9 pour 1. Donc c'est pas du tout le cas des hommes. Et les hommes, par contre, quand ils font des maladies auto-immunes, sont beaucoup plus graves. Et vous voyez que par contre, certaines infections, certaines tumeurs sont beaucoup plus propres d'eux. Donc c'est juste un petit overview. Comme on va aller vite un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceci est vraiment immunologiquement démontré. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes immunitaires qui sont complètement différents entre les hommes et les femmes dans certaines prédispositions, dans certaines réponses inflammatoires, etc. Il y a aussi un aging qui est complètement différent entre les hommes et les femmes, en tout cas sur le plan du système immunitaire. Donc il y a des vraies différences. On peut penser que c'est le X, on peut penser que c'est le système hormonal, je vais un petit peu vite, c'est juste pour vous montrer le concept. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, et on arrive donc à cette question de tolérance materno-fétale, dont on a vu un exemple à l'envers, hein, de très dramatique au niveau de rupture de tolérance materno-fétale.
Je rappelle aussi que c'est une des seules situations connues aujourd'hui physiologiques où en fait on a donc une greffe, une transplantation, en tout cas syngénique, qui est tolérée. On a bien sûr d'autres possibilités de transplantation, vous le savez, la cataracte par exemple, mais il n'y a pas de système immunitaire ici, donc il n'y a pas de rejet de greffe possible. C'est la raison pour laquelle donc il n'y a pas de question de tolérance. Par contre, la grossesse, c'est vraiment la seule situation physiologique d'ailleurs, où il y a une tolérance donc materno-fétale qui est habituellement bien sûr spontanée et sans difficulté. Donc il y a eu beaucoup de concepts pour comprendre cette tolérance materno-fétale. Et d'ailleurs, dans le temps, on pensait qu'il n'y avait pas de tolérance, qu'il y avait tout simplement l'absence de système immunitaire qui pouvait arriver à l'utérus, qu'il était cloisonné. Donc du coup, il n'y avait pas de tolérance, il n'y avait pas de nécessité de tolérance. Et on a compris aujourd'hui que c'est pas du tout ça. Vous voyez, les travaux sont assez récents. On a compris en fait que ça, c'est pareil, quand je veux rigoler, je dis ça, que, on va dire, c'est pas l'orgasme l'objectif, donc on va dire, mais c'est la rencontre immunologique entre l'homme et la femme. Et donc, on sait que, si vous voulez, il y a une induction, donc, de la tolérance par la création, au moment, donc, de la rencontre, si vous voulez, du couple, par la création, donc, de lymphocytes T régulateurs qui vont être, donc, par la suite, bien sûr, tolérogènes vers le père, etc. Donc, Julien vous a présenté ces quelques situations exceptionnelles, en fait, qui sont très rares, de la vraiment démonstration presque à l'extrême de la rupture de la tolérance materno-fétale. Et moi, je vais vous parler dans la même question, mais qui est celle, donc, bien sûr, dans les grossesses arrêtées, pour vous expliquer donc deux choses. Ce qui est aujourd'hui la réalité, en tout cas en France. C'est-à-dire que voilà, on peut vouloir faire plus, on veut vouloir moins, mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est que dans notre expérience, le bilan est quasiment toujours peu utile. Je ne vais pas rentrer dans les discussions de quelques éléments qu'on a vus tout à l'heure, qui sont finalement peu convaincants en vrai. Et on va être globalement toujours sur la même question. Est-ce que c'est un problème de la qualité de l'embryon ou est-ce que c'est un problème de question immunologique? Donc vous voyez ici, bien sûr, ces chiffres que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, il y a le dogme majeur de l'aneuploïdie, alors qu'il y a d'autres situations probablement comme l'immunologie. Et donc aujourd'hui, donc, on se base très simplement en disant quand est-ce que donc il y a eu la première grossesse arrêtée? C'est un élément majeur, hein, si vous voulez. La femme qui a fait une grossesse arrêtée à 24 ans, ce n'est pas du tout la même chose que celle qui a fait bien sûr à 40 ans. Donc c'est un élément dans l'anamnèse qui est majeur. La réserve ovarienne, c'est beaucoup plus difficile, mais néanmoins quand même, la femme qui a une réserve qui est excellente pour l'âge, ou en revanche la femme qui a une réserve complètement effondrée, peut-être que ça peut être un élément qui peut en tout cas aider. Et l'analyse du produit de la fausse couche que nous on arrive à faire maintenant avec Jonathan facilement, puisqu'on a plus de 150 femmes qui l'ont fait, et bien sûr la démonstration de la potentialité. Mais je rappelle là-dessus la nécessité d'avoir bien sûr le prélèvement maternel pour savoir si c'est bien sûr pas une contamination tout simplement maternelle. Et en revanche, dans l'autre sens, dans le système immunologique, on a aujourd'hui, vous voyez, on a un pourcentage de grossesse, tout à l'heure tout le monde l'a montré un petit peu, qui persiste malgré l'euploïdie, etc. Donc ce pourcentage peut varier, hein, on peut discuter, est-ce qu'il est de 10, 15, 20, 30 ou 40%. Vous savez tous, les examens qui sont aujourd'hui recommandés, ils sont tous pas très bons globalement. C'est pas de l'auto-immunité, comme l'a très bien montré tout à l'heure Julien, en tout cas dans le versant donc des intervillites, il ne s'agit pas de l'auto-immunité dans la grande majorité des cas, il s'agit de l'allo-immunité. Tous ces examens sont inutiles pour l'allo-immunité, en tout cas ils ne le couvrent pas. Donc aujourd'hui, il y a un ensemble d'examens disponibles. Leur valeur est tous aujourd'hui non validée. Donc ces examens sont bien sûr l'hyperactivation sur le matrice lab, la dysbiose, les HLA-KIR, les anti-HLA, les modifications de cellules immunologiques, etc. Donc il y a un plan de laboratoire dans le monde entier qui font des dizaines d'examens de ce type-là. Ils sont tous non validés aujourd'hui. On espère qu'ils le seront, bien sûr. Et donc nous, on se base sur des choses très simples. L'âge de début, la réserve, bien sûr, surtout l'anomalie, l'absence d'anomalie sur un produit de la fausse couche. Le contexte, bien sûr, de cette pathologie inflammatoire, parce que ça, c'est un marqueur très, très fort. Le contexte de maladie inflammatoire, que ce soit l'endométriose ou l'autre, pour éventuellement, bien sûr, je le dis bien, évoquer la cause immunologique, puisqu'on a, une fois de plus, pas pour l'instant de marqueur direct. On est dans une médecine aujourd'hui qui est encore une médecine donc d'élimination, c'est l'aneuploïdie ou c'est l'immunologie, mais il manque bien sûr un marqueur qui puisse dire tout simplement au couple, ou même d'ailleurs au médecin qui s'en occupe, je suis bien dans une cause immunologique, comme vous l'avez vu bien sûr dans la démonstration de Julien, qui a montré donc un anticorps anti-HLA, qui est donc un vrai marqueur quand il est très très positif à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de faux positifs, il ne s'agit pas de choses en tout cas qu'on peut négliger. Et vous voyez les recommandations, les recommandations aujourd'hui, c'est la progestérone. Pourquoi pas, mais c'est évident que ça ne marche pas chez tout le monde, vous le savez, vous le mettez quasiment à tout le monde. Donc il y a aujourd'hui tout simplement une stratégie, et il faut bien comprendre que pour tous ceux comme moi qui sont immunologues, qui ont fait globalement de la maladie rare,
la majorité de nos maladies, on a évolué par ce biais-là. On n'a pas évolué toujours par un modèle de démonstration où on a réussi à dire voilà, telle est la maladie, voilà comme ça qu'on va aller. On a souvent été finalement dans des stratégies qui étaient de dire voilà le concept, exactement ce que vous a montré Julien. Il est parti d'un rejet de greffe en disant finalement c'est un équivalent tout à fait possible, bien évidemment, puisqu'il est dans une allométrie privée possible. Et donc on a imaginé du coup des stratégies d'immuno-inflammation, d'immunomodulation, etc. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis juste que il faut faire des hypothèses quand la médecine n'a pas avancé ou la science n'a pas avancé et qu'on a droit par la suite de faire des essais thérapeutiques, bien sûr, pour les valider. Donc voilà les deux stratégies. Les deux stratégies sont de inhiber l'inflammation, mais on sait qu'on en a besoin. Comme vous savez, quand il y a un défaut de TNF-alpha, il n'y a pas d'implantation. Et on a l'autre stratégie qui est bien sûr d'induire la tolérance maternelle fœtale. Donc on a voilà la panoplie des molécules qui est utilisée aujourd'hui en France ou dans le monde entier. Il y en a d'autres, mais j'ai mis les plus fréquents. Et donc aujourd'hui, dans ces stratégies, pour faire très rapidement, bien sûr la progestérone, c'est très prescrit, vous le faites. L'hydroxychloroquine, il y a un excellent essai donc français, le premier au monde, un BBQ, le premier essai d'ailleurs d'immunomodulation français, conduit par nos amis de Brest, qui malheureusement a été arrêté pour 2 cas d'hexadactylie. Et donc les données préliminaires de 100 malades traités ne montrent pas de bénéfices, mais l'étude est bien sûr sous-dimensionnée. Il y a une étude sur la corticothérapie aux Pays-Bas qui pour le moment est en cours. Le tacrolimus est de plus en plus utilisé. Je vois de plus en plus de malades venant de l'international qui utilisent le tacrolimus. Donc c'est une molécule qu'on a tendance à utiliser dans d'autres situations. Mais pour le moment, il y a très très peu de données. Les immunoglobulines, donc je n'ai pas le temps de vous le montrer là, mais Noémie vous le montrera tout à l'heure. C'est le premier essai pour le moment au monde, positif, donc dans le contexte de grossesse arrêtée, qui vient de faire un Lancet. L'essai est extrêmement intelligent. C'est la première fois, en fait, que l'essai utilise donc des femmes, utilise entre parenthèses, en tout cas inclut des femmes, qui ont des grossesses arrêtées qui sont non implantées, donc sont euploïdes. C'est-à-dire qu'il y a au moins, pour être inclus dans cet essai, le besoin d'avoir une démonstration d'un karyotype de produit fœtal, donc normal. Et c'est pour ça, probablement, que cet essai est positif. Les essais, la majorité des essais qu'on a conduits jusqu'à maintenant mélangent tout ce qu'on a dit jusqu'à tout à l'heure, l'aneuploïdie, les cofacteurs, bien sûr, psychologiques, etc., le facteur immunologique peut-être. Et donc, quand on a des essais où on cible véritablement les malades fortement et de façon très, très, très précise, on a peut-être une meilleure chance d'avoir une réponse, bien sûr, positive. Donc, c'est le premier essai, en tout cas, le seul essai positif. Donc, tout à l'heure, Noémie, je crois, vous présentera les résultats. Le GCSF, je vais passer très vite. Il y a un essai qui montre en dehors de la Shellac-Keir, donc c'est un New England, qui a inclus donc un essai randomisé prospectif versus placebo, qui ne montre pas de bénéfice, mais il s'agit d'un essai qui n'a pas ciblé les femmes, ni sur la Shellac-Keir potentiellement, ni donc sur le caractère aneuploïde ou pas. Sur les biothérapies, elle présentera nos données et Camilla vous présentera tout à l'heure l'essai thérapeutique qui va démarrer. Et moi, je vous montrerai tout à l'heure l'essai thérapeutique qu'on mène, qui est le Facile 2, qui est donc dans le seul molécule aujourd'hui capable, on va dire, avec le GCSF, de peut-être avoir une induction de tolérance materno-fœtale. Voilà. Écoutez, et puis on va passer sans questions. Je ne sais pas si vous avez... C'était juste pour introduire un peu l'immunologie. Et comme on est très, très, très en retard, je vais donc tout de suite inviter Professeur Bachiri. Professor Bachiri, we are very, very honored to have you with us on this Congress and talk us about your experience, very interesting experience, to how stratify the risk of subsequent pregnancy loss. Is this one? No. Careful. Bonsoir, right? Bonjour. And since we are very on time, I'm going to speak until midnight. Be ready. So thank you very much for coming. Thank you very much for inviting me. And thank you very much for staying so late. Let's start. So I'm going to talk about, I think, the most important issue for the couples. They want a baby. They don't want just a pregnancy. They want a baby. And the question is, what is the chance? And we will do everything. They are very motivated, but let us know we will have or we will not. And in regards to this, the question is,
how can we predict it, and what are the tools to predict this important question. So this is my disclosure, and this is what we are going to do. I will give half of my talk, or maybe less, will be some overview on this prognosis and how do we do prognosis, and the rest will be our study that we published, the tool that we are using very often, and it's simple according to my opinion, and I will give some vision to the future. I cannot start without giving you some photos from the 6th WCRPL that was in Bangkok 3 months ago. And this is where I was lucky to meet Dr. Jonathan. And we were talking in Israel, and I said, come. And he came, and now he's doing this congress here in France, and it's really beautiful. Recurrent pregnancy loss is considered usually, as long as we know, those pregnancy that looks normal. If it is molar pregnancy, if it is ectopic, or if we knew this is aneuploidity, we will not count it because we know the cause for pregnancy loss. So the assumption is that we don't know what happened. Those were normal pregnancy, not now what happened. Let's look to the father, the mother, and see if we can see something. And prognosis is, as I said, very important, and the couples wants to know it's going to happen or not. Please, let's be there. So in this pie chart, we can see what we were talking today, and it's important, and again, what we considered unexplained. What is it unexplained? And let's say that all the evaluation, all the immunological, not mandatory evaluation is normal. So it's unexplained. But if the woman is BMI 40, is it unexplained? I think yes. Part of it is it's not unexplained. Part of it is explained, and studies are showing this more and more. Obesity is a very clear risk factor. But before obesity, maternal age, it's very clear the most important risk factor for pregnancy loss, one episode or recurrent pregnancy loss. And we can see several, I don't know if it is working. No. All right. You see it? But I don't see what I'm showing you. Okay, anyway. So we can see in all these three graphs the very clear association. And as we said before, this is a clear risk factor, but the mother doesn't care if she's 40. What does it mean 40 years old? There is a zero chance of being a mother? Of course not. And this is what we have to explain to them in the first meeting. 40 years old or anything in the risk factors, there is a good chance to succeed as long as the couples will not give up, and they won't. As long as they won't, I tell them I want to, and we are together. The second let's see this. I'm sorry, something went wrong here. So, of course, as long as we are going, the maternal age is increasing, there is a clear decrease in the chance of live birth, but it's not zero, and of course it depends on maternal age. The second very important risk factor is the number of the pregnancy losses. As you can see, this is coming from my book that I quoted Christiansen, one of his studies. Again, as long as the number of pregnancy losses increases, the risk to the chance for live birth decrease. Now, this is what makes me very... I didn't understand really why we are waiting many years to change the 3 pregnancy losses to 2. What happened from 2 to 3? The mother is becoming older and number of pregnancy losses is increasing. So the probability for live birth automatically will decrease. So this is why I think, and according to many other explanations, the 2 pregnancy losses is the time to start evaluation and not to postpone it. Look at this study from the American Journal. Kumarasamy summarized
the risk very beautifully. It's the recent one that I know. If you have 6 pregnancy losses, the risk for miscarriage will be more than 60%. So take a message, don't wait. What I'm doing now, giving you some factors that we put on our model. Primary versus secondary RPL. You see 2 graphs here, 3 pregnancies, and the question, what will happen in the 4th? The only difference is that in one, we have a live birth, and in the other, no live birth. And you see almost 10% difference in the chance of live birth in the 4th pregnancy loss. So yes, it's a prognostic factor, although the women or the couple will tell you, well, yes, we know we have 1 child, it's good prognosis, but we're still having miscarriages. So it's not changing all the picture, but you should explain that it's better also in terms of percentage for prognosis. And of course, the evaluation. So we do the evaluation when we do all the tests, and once we find something, we have to treat it. Remember, the treatment doesn't mean 100% success. I don't know anything in medicine that works 100%. So the question will be, is it good to find etiology or a disease? Well, the couple will tell you, of course, yes, let's find something. I tell them, don't have antiphospholipid syndrome. It's not good for all your life. So, but they do want to find hypothyroidism. Okay, it's still for all the life. So the question is, we have to look for reasons, we have to treat them, we can improve the outcome, and I will show you what we found if the evaluation is negative. See again, very recent study, they found very clearly that the risk for recurrent pregnancy loss is very related to previous history of endocrine disorders, of the uterine anomalies, and also for Upler syndrome. Clear, very well-established data coming also from 2023. And if we go to the ESHRE summary 2023, update of the ESHRE guidelines, so it's very, disappointed. Only the 3 part is basically evidence-based medicine, and it is kind of mandatory to do the evaluation, which is the APLA, the APLA, the thyroid, and the anatomy. And in these guidelines, they say, well, septectomy, we don't have, there is insufficient evidence. I do septectomy to the women with RPL and septum, but taking all this into the account, most of this will be not mandatory, the middle part, but can be done for explanatory purposes. As I said before, where are all those lifestyle coming into this formula, and what do we do with this? How can we explain the patients what number they have? This is one example of the odds ratio for smoking, obesity, alcohol, and caffeine consumption. And as you can see here, if just for example, 300 milligrams of caffeine is odds ratio of 3. If you increase the dosage, it comes in this study to 6. So it is associated. It's not a cause. All of those parameters are associated factors. So what are the current prognostic tools that we are using? The oldest one, let's say more known one, is by Brigham from 1999, and they put exactly what I just said before, maternal age and the number of pregnancy losses. And of course, if you see in 2 pregnancy losses in 20 years old, 92% success rate after pregnancy losses, and if it's 45, it reduced to 60. And again, you can go to the other side when you have 5 pregnancy losses. Those 2 parameters are very big players in this formula. And Christiansen, we just saw it before by Professor Kute, they took another factor, which is the time interval from the first visit in the RPL clinic
to the time you have a baby. They call it the time interval. And as you can see here, 5 years, usually after 2 years, it's becoming worse. After 5 years, it's a plateau. You don't have a big change. And this is, again, why we don't want to wait so much. And if the woman says, or the couple, well, we don't know, we are planning, we are thinking, so they can come to you after 2 years. Well, we decided this is really bad as long as they have the history already. So even if we divide it into the number of pregnancy losses, you see different colors, still after 5 years, most of them, it will be different in the percentage, but it's the same plateau, and it is the same when we are having different maternal age. It will be even before. For example, at 40 years old and more, no more than 40%. So it's important. The time is playing a big role, and we don't want to wait. Now, this study by Youssef that came recently took the Brigham, the first model with maternal age and number of pregnancy losses, tried to look for try to validate this model and to do the prediction and basically what happened in real life, and there was a big difference. In other words, the validation of Brigham model was not really working when we took other populations and later on from 1999. It's clear, but the numbers were not really working well. And this is why the guidelines by the ESHRE, they basically, in the previous one, it was 2017 or 18, they recommend to use Brigham and Christiansen models. This time, they move to Colte, and this is the only one. Of course, they talked, as you can see at the upper part, we have to use the live births, the order of the live births, and let me show you this. This is coming from Denmark. They have the beautiful registry I've ever seen. Millions, more than millions patients. They have all the parameters. Anything you want is there in their system. And let's go and see what is the difference. This is, again, 3 pregnancies, and we're looking for the 4th one. The same maternal age. The only difference between the two is if there was a live birth and when. If it was at the first, if it was this part, first, let me see, live birth and then 2 pregnancy losses will be 80% success. If the live birth will be after the 2 pregnancy losses, the success rate live birth will increase to 85%, meaning that it's not just the number of pregnancy losses, the order is very important too. And in this model, they put other factors. This is the father age, the BMI of both couples, if it was IVF or not, and if they smoke or not, okay? It makes sense because we understand it's a very complicated, big puzzle, all this picture of RPL. Now see, if we go down where we have the green box, if it is by Brigham, in this couple, the birth rate will be 50% because it's just maternal age and number of pregnancy losses. But if you put in the formula the paternal age, the BMI of both couples, and if it was IVF, and still 6 pregnancy losses, it goes down to 26%. I think it makes clear that we cannot really look at this formula just with 2 parameters, and this is what I'm trying to show you, that it is much more important to put as much as more parameters as possible. And this is what brings me to our model, which I think is a simple one, very clinical one, and let me explain how to use it. So we use, first of all, as I said, it looks easy and practical, and we put all the characteristics from the evaluation
and the epidemiological parameters that were found to be significant to the model. And this is also a dynamic model. Why it is dynamic? Because we can use it in 2 steps. In the first visit, when we don't have the evaluation, you will see we can have a maximum points and we can make the prognosis. Once we have the 4th parameter, which is the results of the evaluation, so we have a different maximum points and accordingly the prognosis. So let's see it. It was almost 700 women, couples, a retrospective study, and the primary outcome was live birth. This was the question. This was the model that was built for. We did the evaluation to all our couples. We still have some missing data because not all of them are doing all the evaluation. Some of them will come in the middle of the evaluation and they are pregnant. But the 4 categories are in, and we had the information about each one of them. And our basis for this model, it's coming from a study published in 1987 by Charlson. And what they did, they looked for prognosis in many other medical fields. Okay, it was not just OBGYN or RPL. And what did they do in the statistics model? They look for, in the univariate analysis, differences, and they found those that were different and put them in the logistic regression model and look for the odds ratio. According to the odds ratio, they give the point. If it was around up to 1.5, it is 1 point. As you can see, as long as the odds ratio is increasing, the points were increasing too. So according to this, we look at our data and we found 4 demographic clinical parameters: age, number of pregnancy losses. It's not surprising anyone here. Primary or secondary RPL and positive RPL workup. Each one, and you can see all the differences. Primary versus secondary was not found to be statistically significant, but because the clinical importance, we put it in the logistic regression analysis. And look now what we got. We got the odds ratio for each parameter, and according to this odds ratio, as you remember before, we give the points to each parameter. Now, this is how we develop the model. Don't be afraid, it's going to be very easy now. So for secondary versus primary RPL, because this odds ratio, we give 1 point or 0 if it's not. Number of pregnancy losses, 3 or more, 2 points. According to what we got in the odds ratio. Negative RPL evaluation got 2 points. Remember unexplained RPL? Once we didn't find anything, we can assume, so this happened maybe because incidental aneuploidity, and this got 2 points. And of course, if we have advanced maternal age or younger maternal age, it will be 2 points too. So let's see what we got. Let's just take an example. So we have 2 women. One is 5 pregnancy losses at age 22, secondary RPL and positive RPL workup. And the other one, as you can see here, one previous number of previous losses is 1. Basically, we want to make it clear because it's below 3. Age 21, you can put this also 2. Primary pregnancy losses and negative RPL workup. We have to give points to each parameter, and this is what we did. So for the first woman, according to each parameter, she got 3 points. And to the other woman, she got 6 points. Less pregnancy losses, younger, because primary, she didn't get any point, but negative RPL evaluation, 2 points. Okay? So basically, 4 parameters, 1 point to one of the parameters and 2 points for the other 3. And this is how we can tell very clearly which prognosis is better. And this is for the yellow women. And let me summarize our results. So this is how we divided all the points according to our numbers in this
cohort of patients. So we got from 0 to 5 points. And why 5? Because in this first visit, we didn't have the evaluation results. It's the first visit. We know all the other parameters, but no evaluation. So the maximum can be 5. And see what is the prognosis according to this point. Those who had 5 points had 80% chance of live birth in next pregnancy. And you can tell this from the first meeting. Of course, it's dynamic once we will have the RPL evaluation. But this is a very important number. Look also at the 0 point. It's 50%. It's really less. But still, there is a chance for live birth according to our model. And what happened once we have the RPL evaluation? If it is negative, the women can get 2 points. And the maximum can be 7 points. And see that it came to 86% success rate in the next pregnancy if we add the negative evaluation. So if we get the point, we have 4 parameters. Negative evaluation is not bad. As I said before, it's a disease, it's treatment. It doesn't mean that we have 100% success, but if it is a negative, there is a big chance that the history is because of aneuploidity, and according to our model, of course, it looks that as long as you have more points, the success rate, live birth rate is increasing. And we can also see that how much we have increasing the live birth once we have 1 point and more. And just to summarize and show you that today, if we go to the future and other models, the paternal parameters becoming very relevant. We have to remember this is basically part of the story. 50% of genetics is coming from the paternal genetics. This is a summary from another study showing all the parameters related to pregnancy losses, parameters from the male partner, smoking, obesity, advanced paternal age, drugs, and whatever you want. And if we can go back to the first slide I showed you before, you put paternal age, you put the BMI, and the IVF and smoking, you will have much more accurate prediction for live birth. But again, you need to build the formula and to use it practically, because if you see this, as a study, what can I do with it? I can understand what are the important parameters, but I really cannot use it. In our model, it is very clear. You put the points according to the demographic characteristics, you can make the calculation, you have the number immediately. Another parameter for the future, as you can see here, the time interval. Once you wait more than 12 months from trying to conceive after recurrent pregnancy losses, there is a clear relative risk, increasing risk for another pregnancy losses. So again, this is because paternal age, maternal age, it doesn't matter. I said don't wait once you have RPL and start the evaluation. So this is to summarize our study according to the strengths and the weakness. And those are the conclusions. As I said, we use it very often in our clinic. Of course, we have to explain that this is a model and this gives us a kind of estimation. The couples want to know the exact numbers from themselves. They don't want general numbers. But this is the way how we can translate it to something that will be clear for them. I know when they know that there is a balanced translocation and they come with the results, they know for sure no children, they are not going to be parents because these genetic abnormalities. But we have to be very, we have to be with them and we have to explain very clearly to translate it to simple life. Genetics, abnormality, right? We cannot change it. Your karyotype, you're normal. We cannot change it. But we have
a lot to help you and to make you parents. I just want to add 2 recent studies that my group published, and it is about progesterone. I'm sure progesterone should be in the formula. It's not intralipid or GCSF because those are medications. Progesterone is a native molecule. You know, it's progestation. We have it so much in pregnancy, but something is wrong there. I'm sure once we can put this parameter too, or maybe to measure it correctly, will make our formula, our prediction much more accurate. And this is what I said. We found that those patients who were used dydrogesterone, which is part of our protocol, we give it to all our patients with RPL, regardless of other treatment, regardless of vitamin D, regardless of L-tyroxine, aspirin, low molecular weight heparin, the odds ratio was almost 1.6, which means that it is independent protective factor for live birth. And if we want to build something in the future, I think we have to put all these parameters, at least all these parameters. And my question to you, what is going to do this for us? Do you know? Do you think something? What will do this very, very soon? I think this is the ChatGPT. We are almost there. We can bring millions of parameters. You can put this whatever you want, and you're going to have, I think, very easily in 3 seconds, what is the probability for live birth in this specific couple with the BMI and smoking and IVF and any parameters that you would like to put in this formula. That's it. Thank you. Thank you very much, Professor Bashiri. It's a question of stratification, the risk, and not only the age, so it's really interesting. Is there any questions? In English, please. No. We have translations. Any question? C'est un peu loin. Allez-y comme ça, je pense. Hello, I have a question. So if you have a very accurate model and as a result for a couple is, I don't know, 30% or 70%, what do you think they will do? Do you think they will act differently? And that you can treat them differently? First of all, I'm sure once they have the numbers for themselves, it makes their life, the time, let's say the 2, 3, 4 months to finish the evaluation and prepare them for next pregnancy, absolutely they are in a different world. As I said, many of them do not know and they do not believe that they are going to be parents. They think it's the end. Once you give them, something, let's say mathematics, you put all those in the formula. First of all, they tell me we are going home with more positive feelings, because this is true. Now you want them to be very motivated. If I want them to lose weight or to stop smoking, and you explain, we don't have those lifestyle parameters in the formula, that's true. But once you give them the real life, what can happen? This is our experience. It makes a big change. Thank you. Thank you. The important question is that actually the dogma is age, only age, and that's the question of stratifications, intelligence-based techniques, methods could also introduce us some questions which are, it's not only the question of age. There are women that 40 years, but they are much more probably fertile than women. So it's important dogma. In France, we are very, very dogmatic on the question of age. No, age is the only... Age is important, of course. I agree, let's say it's the first one, but we have many others. It's probably very important. Thank you. So it's also an opportunity to share the experience. So we've heard that in the United States it's very difficult to do a couple karyotype, but it's very easy to study the miscarriage product. In France it's the
perfect contrary. It's very easy to do a karyotype, but it's really difficult to have a genetic analysis of the product of conception. How is it in Israel? So we published the first guidelines for RPL in Israel in 2021. I was honored to be the chair of this guideline. And it says very clearly, we recommend to try to perform product of conception genetic analysis. It's not mandatory. It's not covered by the insurance. But more and more hospitals have these facilities. Even if we don't do it immediately, we save the material. Yeah, the patient has to pay some money. We save the material. And when they want, they ask, we do the genetic analysis, and it is possible. So we are on the way there. Okay. Other questions? Well, Professor Bashir, thank you. Thank you very much. Donc, le topo suivant, c'est l'immuno. On revient à l'immuno. C'est ouvert déjà? Donc, on a vu la génétique, hein, qui est vraiment... Je rappelle quand même, parce que vu que je vois ça tous les jours, c'est un dogme majeur chez nous. Il faut qu'on se rende compte que c'est peut-être pas si vrai, des fois, en tout cas. L'âge n'est pas un facteur. La génétique n'est peut-être pas tout, même si c'est bien sûr un élément très, très important, un point important. On a vu toutes les méthodologies de cocooning. On se rappelle que dans les essais de grossesse, l'effet placebo est extrêmement important. Donc, c'est un facteur, probablement d'ailleurs immunologiquement aussi très important. Et donc, il y a quelques donc, encore un topo, un des derniers topos donc, sur l'immunomodulation. Merci, Noémie. Merci Arsène. Donc merci à tous d'être ici pour cette journée. Je vais essayer de faire vite pour conclure avant que tout le monde puisse partir. Mais comme tout le monde a introduit le topo, ça va être plus rapide. Donc on revient pas sur les définitions, mais juste pour vous dire que là, du coup, sur les paramètres d'immunomodulation qu'on va vous présenter, nous on a un HDJ où vous nous adressez des patients qui sont au dernier stade, où il y a un bilan complet et exhaustif qui est normal. Et c'est des patientes qui ont énormément de grossesses arrêtées ou d'échecs d'implantation, plus de 5, plus de 8, plus de 10, jusqu'à 23 malheureusement pour certaines patientes. Et donc on ne travaille pas sur les mêmes patientes. Et c'est pour ça que du coup on a voulu aller plus loin. Et donc on peut céder des examens complémentaires qu'on a présentés ce matin. Mais en tout cas, les patientes pour lesquelles on va penser à l'immunomodulation, elles ont eu des examens comme l'analyse de produits de fausse couche qui sont normaux, qu'ils soient faits en aspiration ou même en spontané, hein, parce qu'il y a eu des questions dans le chat, les patientes peuvent le mettre dans le pot. C'est difficile, mais elles le font et on arrive à prouver que c'était normal et ça nous aide du coup à partir sur une piste d'immunomodulation. Et donc pour faire très simple, parce que les traitements vont agir dessus, les pistes sont TH1 et NK, vous savez, donc c'est le rejet de greffe, peut-être, en tout cas, une piste pour comprendre les grossesses répétées, arrêtées. Et donc, c'est sur ce versant-là qu'on a travaillé et qu'on a pu essayer dans le monde entier de mettre des thérapeutiques à ce profit. La première thérapeutique étant les perfusions d'intralipides, qui viennent jouer principalement sur les cellules NK des lymphocytes qui jouent dans le rejet, qui sont cytotoxiques et donc vont peut-être moduler ces cellules NK via des perfusions qui sont avec un passage placentaire. Alors c'était difficile d'y croire entre guillemets puisque les premières, beaucoup d'études et des méta-analyses montraient que finalement on n'arrivait pas à prouver une efficacité de ces perfusions. Nous, on avait du mal aussi à y croire initialement, et puis on a eu des belles histoires. Alors une fois, deux fois le hasard, et puis finalement, bon, on se pose des questions. On avait repris beaucoup d'études et les nôtres et Camilla aussi. Et donc ça, c'est tout ça pour arriver à notre cohorte qu'on a montée depuis 4 ans. Il n'y a pas toutes les patientes encore parce qu'elles n'ont pas toutes les issues de grossesse, donc c'est encore en cours. Mais juste pour vous donner quelques résultats, 367 patientes, 1700 grossesses sur toutes les patientes, et qui ont pu donc être comparées entre elles et entre leurs précédentes grossesses non traitées, avec des proportions différentes de SOPK, d'endométriose, d'adénomiose, avec des réserves ovariennes variables, mais souvent quand même correctes, sinon elles viennent pas nous voir puisqu'elles sont plutôt orientées sur d'autres aspects, et avec peu d'auto-immunité, comme on peut le dire. Et donc, sur
ce traitement-là d'intralipide, on était assez surpris de voir qu'en analyse multivariée, avec les facteurs de régression qui sont présentés ici, donc l'âge à la grossesse, on en a beaucoup parlé, la présence du SOPK, d'endométriose qui apporte en soi probablement une inflammation locale et sont peut-être le lit de phénomènes inflammatoires et de rejet, une AMH bien sûr, on en a parlé pour la réserve ovarienne et le nombre de grossesses antérieures qui revient finalement à tous les modèles qu'on a pu présenter depuis ce matin. Donc plus la patiente est jeune, avec une bonne réserve, avec un bilan normal et avec un nombre d'échecs ou de grossesse arrêtée important au préalable, plus peut-être on a une action avec de l'immunomodulation. Et donc c'était positif, en tout cas c'est positif pour les 70 grossesses. Donc ça se fait comment? Ça se base, c'est une perfusion d'1h30 en hôpital de jour que nous on fait, en préconceptionnel, parce que si on se base sur ces mécanismes, on pense quand même qu'il y a un rationnel à traiter au tout début de grossesse, voire en préconceptionnel, puisque dès que la grossesse est là et quand on le sait, c'est déjà trop tard peut-être sur les mécanismes de rejet, et puis qui sont refaits à 3, 5 et 7, 9 semaines d'aménorrhée. Il n'y a aucune contre-indication à part l'allergie au soja, et finalement pas d'effet secondaire, donc un médicament plutôt attirant dans ce rationnel-là. On s'était basé sur les profils Matrice Lab pour celles qui avaient fait ce Matrice Lab et qui proposait de tester l'intralipide avec une suractivation, ou chez les patientes qui avaient une contre-indication à la corticothérapie, qu'elle soit diabète, obésité ou autre problématique. Alors, pour ce qui est des immunoglobulines intraveineuses qui viennent moduler, on peut pas détailler sur une diapo et en 10 minutes le mécanisme des immunoglobulines intraveineuses qu'on utilise nous beaucoup en médecine interne pour plein de thérapeutiques de maladies auto-immunes comme le purpura thrombopénique, la myosite, qui vient peut-être clairer les auto-anticorps par différentes actions sur les cellules NK, sur les anticorps anti-HLA, on l'a vu, sur l'activation du complément, et donc des études initiales, puisqu'elles prenaient toutes les patientes tout confondues, sans les trier justement, qui étaient plutôt négatives. Et donc cette étude qui arrive là très récemment, avec des patientes qui ont vraiment un produit de fausse couche normal analysé karyotypiquement et donc qui vient proposer de faire des intralipides à haute dose, c'est-à-dire 5 jours consécutifs en tout début de grossesse. Plus c'était précoce, mieux c'était, et avec un effet significatif, que ce soit en intention de traiter ou sur la population modifiée, qui vient remettre au premier plan, je dirais, peut-être les immunoglobulines dans le traitement des grossesses arrêtées, mais quand elles sont vraiment bien ciblées. Et donc ce traitement-là, il se fait aussi en perfusion de plusieurs heures, plutôt 6 heures si on fait 1 gramme kilo, si on fait sur 5 jours, c'est plus long. Il a quelques effets secondaires quand même si on les passe trop vite, mais quand on sait bien les passer, il y a moins de maux de tête, moins de méningite aseptique, peu de contre-indications, hormis l'insuffisance rénale, et encore on peut rediscuter. Mais donc du coup, nous, on a fait, comme l'a dit Arsène, pour des patientes qui avaient une intervilite chronique avec une grossesse normale et après des fausses couches et qui avaient des taux d'anticorps anti-HLA paternels très élevés et qui des belles histoires là de 2 bébés vivants très récemment. Est-ce qu'il faut le généraliser dans les grossesses arrêtées à anticorps anti-HLA très positifs? On ne sait pas, mais en tout cas ça pose question et ça peut être l'objet de belles études et de belles coopérations. Et pour finir, les anti-TNF, donc l'adalimumab, qui est un traitement de maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, une injection sous-cutanée tous les 15 jours qui vient bloquer le TNF et donc tous les paramètres du TH1, donc vraiment de l'immuno, qui peut être impliqué aussi dans le rejet, dans l'inflammation, et qu'on a pu retrouver de façon importante incriminé dans l'endométriose, dans l'intervilite. On avait rapporté de belles histoires de patientes de 37 et 40 ans qui avaient des grosses histoires, 12 fausses couches pour l'une, avec une intervilite prouvée, avec un traitement par adalimumab qui est commencé en préconceptionnel et jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, qui avait permis pour la première fois d'aboutir à un bébé en pleine forme à 38 semaines chez cette patiente. Et une seconde patiente, là un peu différent parce que c'était en don d'ovocytes avec à l'étranger, et donc cette patiente
d'où l'importance, comme l'a dit précédemment, de l'analyse du produit de fausse couche, parce qu'on l'a traité une première fois, elle a fait une fausse couche à 9 semaines, on s'est dit mince, et en fait, le karyotype du produit de fausse couche a montré une trisomie 8, et donc du coup, on a recommencé le traitement, donc quelqu'un l'a dit ce matin, mais d'où l'importance quand on traite de vraiment se battre pour avoir cette analyse de karyotype de produit de fausse couche, et elle a pu avoir un bébé à 39 semaines. Et donc du coup, on a pu développer progressivement ce traitement en hôpital de jour pour des patientes très ciblées, qui comprennent et qui sont vraiment, partie prenante du traitement. Après un bilan bien sûr infectieux, élimination des contre-indications, éducation thérapeutique, puisque ce traitement va baisser un petit peu transitoirement les défenses immunitaires. Donc on les vaccine bien entendu, et puis on commence donc un mois et demi avant la conception ou avant le transfert d'embryon, et on va jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée en général, et on associe avec une faible dose de corticothérapie de 10 mg. J'en ai pas parlé, mais on est aussi pro-progestérone, donc on donne du Faston si les patientes sont en grossesse spontanée, 10 mg 3 fois par jour jusqu'à 12 semaines. Et bien sûr, ces patientes-là peuvent bénéficier du cocooning, et on les encourage à le faire en association à tous ces traitements-là. Et donc l'adalimumab, ça avait été fait au départ pour des intervilles chroniques, ou alors même des patientes qui avaient des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui avaient ce traitement. Mais il faut aussi savoir le manager, parce que on a besoin de TNF dans l'implantation, donc on fait des petits wash-out. Et donc on était très intéressés d'avoir nos résultats sur 42 patientes, les autres n'ont pas encore accouché, mais qui montrent aussi en analyse univariée et multivariée un autre ratio assez significatif qui nous encourage dans cette voie chez des patientes, vous l'avez bien compris, très très particulières. Et donc, c'est tout ce phénomène qui est difficile. Donc, on avait d'abord monté des staffs avec Trousseau et Tenon pour discuter de ces cas complexes, parce que vraiment la coopération permet d'aboutir à des idées, des traitements et à prendre les décisions tous ensemble. Et puis comme on a eu beaucoup d'appels de différentes régions de France, on a essayé de monter la RCP Infertilité via la FI2R, qui est notre filière et qui permet de discuter un jeudi par mois le midi, ces dossiers compliqués, passionnants, et d'avancer tous ensemble sur les thérapeutiques possibles avec les apports de chacun qui peuvent se connecter. Donc les dates sont là, les modalités sont assez simples. Il y a une fiche à remplir comme beaucoup de choses et comme beaucoup de RCP, et puis on discute tous ensemble. Donc vous êtes les bienvenus pour participer si vous le souhaitez. Merci à tous, merci à cette collaboration, merci de nous envoyer toutes les patientes, et merci à tout le monde. Voilà. Merci. 10 minutes 50. Bravo. Des questions ? Pardon, je vais essayer de faire vite puisque c'est tard. Question d'obstétricienne. Pour les immunoglobulines IV, il y a une petite expérience d'utilisation pour les maladies infectieuses. Et je pense à une étude italienne dans le New England en 2014 pour une pathologie virale. Et l'utilisation des immunoglobulines IV, ça a démontré par rapport aux témoins plus des événements obstétricaux comme des naissances prématurées. C'était 13% versus 2% pour les autres qui n'étaient pas traités. Donc je ne sais pas si il y a des commentaires. Faudra voir. Nous, on a une expérience très minime. En tout cas, je ne sais pas si c'était sur des cas infectieux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont pu faire que l'accouchement est prématuré? Nous, chez nos patientes, s'il y a d'autres facteurs d'intervillite, elles peuvent aussi accoucher prématurément, et donc la part des choses est difficile à faire. Quelque chose qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir examiner les placentas avant, après IGIV des patientes qui ont, pour pouvoir montrer quelles actions ça a pu être. On suit les anticorps, etc. Mais je ne sais pas... Tout est une question de... Alors, il n'y a pas de médicaments... Là, on utilise des médicaments sérieux, hein, c'est évident, hein, on n'est pas dans des petites choses. Après, il faut bien regarder
Attention, on a beaucoup parlé ce matin des populations que vous voyez vous, c'est-à-dire des femmes qui ont 3, 4, jusqu'à 5 fausses couches. Nous, on voit des malades, des patientes qui ont, le record malheureux, c'est 32, donc on voit des femmes qui ont plus de 10 fausses couches. Comme tout à l'heure, à beaucoup de gens l'ont dit, la cause d'aneuploïdie avec 10 fausses couches diminue drastiquement. On est dans d'autres considérations. Donc après, c'est un choix éthique de chacun, un choix éthique avec le patient surtout, où on prend une considération, un risque évidemment d'un traitement. Il n'y a pas de risque zéro avec la cortisone, les immunoglobulines, les adalimumab. Maintenant, attention aux études sur la grossesse, parce que si vous voulez, les études sur la grossesse, la quasi-majorité sont extrêmement biaisées. Sur les immunoglobulines, on a l'habitude d'utiliser les immunoglobulines depuis très longtemps. Donc les immunoglobulines, tout dépend de la dose, tout dépend du contexte, tout dépend à quel moment on l'utilise. Donc dire aujourd'hui que les immunoglobulines induisent en prématurité, clairement pas. Après, comme je dis toujours à mes malades, à mes patientes, si on veut éliminer un risque exceptionnel, il faut des millions de patients traités. Donc ce qu'on élimine quand on regarde les études aujourd'hui disponibles avec l'hydroxychloroquine, c'est les mêmes questions pour toutes les drogues. On élimine les fréquences, les risques fréquents, rares ou moyennement rares. On n'élimine pas un risque qui va augmenter la malformation de 1 ou 2% de la population globale jusqu'à 4%, parce qu'il faudrait un nombre de patients traités qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une question de balance. On n'a pour l'instant jamais eu de femmes qui nous ont... je crois, les histoires sont très 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 particulières, attention. Les intralipides, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les intralipides, j'y croyais pas du tout, très honnêtement. C'est un collègue dans un congrès américain que j'ai rencontré, qui faisait de l'intralipide dans les cliniques, j'ai dit bon. Et la première histoire, c'est l'histoire qui est l'histoire, quoi. C'est une femme qui avait 10 ans d'échec d'implantation, qui avait 41 ans, qui avait au total 15 embryons implantés, blasto, qui avait fait plusieurs pays, plusieurs services. Elle avait un surpoids, donc voilà, je lui ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a l'âge et tout. Intralipide, elle a accouché. Des histoires comme ça, nous, on a maintenant beaucoup. Dans les 70 malades qu'on vous a décrits, on est à plus de 70% d'efficacité chez des malades qui ont plus de 6 à 7 embryons transférés en général et au moins 7 ou 8 de grossesse arrêtée. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien. On ne donne que des datas. Il ne s'agit pas d'essais randomisés. Il faut faire des essais randomisés comme Camille le présentera tout à l'heure. Et là, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, la question est que faire chez des femmes qui ont plus de 8 fausses couches. Je mets la barre volontairement à 8 parce que je pense que c'est là où... et que faire à ces femmes-là? Cocooning, très bien, tout ce que vous voulez, très bien, mais dans l'expérience personnelle, c'est pas souvent efficace. Donc voilà, c'est une vraie question que nous, on a l'habitude en médecine interne de faire au quotidien. On fait des premières mondiales involontairement tous les jours. Voilà, c'est pas volontaire, c'est comme ça. Et je dis pas que c'est bien, mais on est obligé de le faire dans certains cas. Donc voilà, c'est notre choix, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Alors, on se bat, ça c'est un deuxième message que je vous dis. Il ne faut surtout pas négliger ces femmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on reçoit ces dossiers, nous, ils sont passés par plusieurs centres. On n'est évidemment pas meilleur que les autres. Par contre, on s'acharne à avoir les placentas. Voilà, elles viennent en hôpital du jour pour qu'on ait 2 heures où les femmes, on appelle toutes les grossesses, on appelle tous les centres pour essayer de récupérer les placentas. Il faut pouvoir les lire. Après, si on regarde les choses calmement, c'est 0,5 à 1% de rentabilité, malheureusement. Donc voilà, mais bon, elles viennent chez nous, elles ont des histoires très longues, donc on ne se pose pas ces genres de questions. Donc, mais ça, c'est un deuxième message majeur, il faut s'acharner à reconstruire l'histoire, et il faut arrêter de penser qu'à l'âge, parce que ça, c'est un paramètre qui est extrêmement mauvais, je crois, et qu'on a un dogme en France qui, pour moi, n'est pas bon. Il faut regarder l'ensemble des paramètres, il faut regarder à quel âge elle a démarré, ça, c'est beaucoup de questions qui font que, là aussi, je ne sais pas, moi, je vois beaucoup de femmes, et que nous, on est un peu un dernier à voir, mais qui sont stigmatisées à cause de l'âge. On a droit de leur expliquer que l'âge augmente l'aneuploïdie. Ce n'est pas toujours vrai. Quand même, je raconte encore toujours la même histoire. Je suis parti en vacances parce que ça m'arrive. Une jeune patiente de Reims de 42 ans est venue dans le service, 0 ans d'AMH, 4 de CFA. Mon chef de clinique à l'époque a mis de l'adalimumab. Je suis revenu, je l'ai engueulé. La femme a accouché. Donc je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, si vous voulez. C'est juste que je pense qu'on doit arrêter de réfléchir sur un paramètre unique. Parce que vous voyez, on a tous les topos qui nous ont dit la même chose. L'âge. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il faut être beaucoup plus subtil quand même. Il faut regarder un petit peu d'autres choses parce que sinon on stigmatise, je pense, et on est trop carré. L'âge est très important, on ne va pas l'enlever. D'autres. Allez-y. Déjà, est-ce que vous avez réussi à avoir facilement les immunoglobulines ? Merci. Est-ce que vous avez réussi à avoir facilement les immunoglobulines? Parce que c'est un tout petit peu compliqué en ce moment et j'imagine la bataille avec mon pharmacien s'il faut que je lui en demande.
Nous, on a des pharmaciens exceptionnels voilà, vous dans avez le service. de chance. Et quand on a pu envoyer toute la biblio et prouver, enfin encore une fois, voilà, on les voit en hôpital de jour, ça prend un temps fou. Mais quand on reconstitue toutes les histoires, qu'on a les placentas, on essaye de, voilà, quand on justifie ces dossiers, ils sont normalement bien fournis. Oui. Et notre pharmacien, en plus, est exceptionnel. Donc du coup, pour l'instant, on y arrive, mais on en discute tous ensemble en RCP, en staff, avant de... Voilà, tout le monde est d'accord. Notre pharmacienne assiste à nos réunions, donc elle voit les histoires des femmes. Donc elle comprend aussi que, c'est une jeune femme de 35 ans elle-même, donc elle comprend que, ce sont des questions importantes. Donc quand elle voit les histoires et quand elle voit des fois, parce qu'on donne toujours un backup bien sûr, quand elle voit les devenirs, elle comprend tout simplement qu'on est comme tout le monde, on fait ce qu'on peut faire. Mais on n'a pas dit qu'il faut mettre les immunoglobulines dans tout le monde, on est d'accord. Non. C'est vraiment pas compris. le message. On montre là des cas très particuliers. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'était le hasard, on est très heureux quand même. Mais pour l'instant, on n'a pas d'essai randomisé. Mais on vous a montré quand même une étude randomisée qui est aujourd'hui publiée. Oui. Et la deuxième question, c'est dans les intervilites chroniques ischio-ocitaires, il y a quelques papiers qui parlent de l'héparine comme rôle immunomodulateur. Et je ne sais pas quoi en faire. Alors, dans le cas précis des intervilites, on a tendance quand même à suivre une quadrithérapie de base qui peut associer cortencil, plaquenil, aspirine et Lovenox, mais à dose préventive. Pour la circulation qu'a bien montré Julien, des choses précises. Est-ce que c'est immunomodulateur? Je ne sais pas. Par contre, dans le cas des grossesses arrêtées répétées ou échec d'implantation, il y a des méta-analyses quand même qui ont pu montrer que l'aspirine et l'héparine, hors SAPL, hors antécédent de prééclampsie, retard de croissance d'endovocytes, n'ont pas d'utilité à visée immunomodulatrice. On rappelle l'une des plus belles études françaises qui est celle de Pasquier, de Brest, et c'est randomisé, 3 grossesses arrêtées, Lovenox versus placebo, 0 bénéfice. C'est un des essais français, on est fiers de cet essai, donc il est strictement négatif. On dit par contre que le Lovenox a bien sûr un effet anticomplément. Donc, mais il n'y a pas, comme vous le savez, il n'y a pas de données dans les intervilites. Les populations traitées sont vraiment mineures. Donc, difficile de sortir quelque chose evidence-based, je crois. Et juste une dernière remarque, merci beaucoup d'insister sur le fait qu'il faut récupérer les placentas, parce que j'ai une toute petite expérience, ça fait 6 mois que j'ai commencé les consultations dans ce domaine, et sur mes 4 dernières patientes qui avaient fait énormément de médecins, en fait les 4 ont des intervilites avec des critères anatomopathologiques forts, donc merci beaucoup. Thank you so much for this, and I really can tell you that I'm jealous on your system with immunology in RPL. In Israel, it is really not developed, and I'm trying to think why. Of course, the guidelines do not recommend it strongly, but you need, the department to do the research and to work on that. So this is one thing, and the other one, and this is my question to you, is it because it's not cheap, drugs. We can give prednisone. This is what we basically on my regular basis. If I think something immunological, I will use prednisone. And all the others are expensive. You need IRB and so on. So my question: the government cover intralipid treatment for RPL? Je ne connais pas le coup. En fait, we was talking in the morning about the problem we don't have in France, the DPI, etc. But we have also chance in France. Et ça, c'est pour tous les autres collègues. We have in France the chance, comparison to Germany, to England, to Switzerland, to Israel, to States. We can use, if the doctor considers it's useful, it's a real difference with you and with our colleagues in Europe. We don't have the PGA, but we can use very, very complicated treatments. Well, I don't know which is the best. So yes, we can do it. In France, the government considers that if the medical consideration, if the doctor considers that there is possibly a benefit for the patient, you can use it. It's the same, for instance, in the vasculitis. When in the time when we don't have the trials, in the GPR vasculitis, we were the first in the world to use rituximab, which actually is the gold standard of treatment of the vasculitis. And our German colleagues were very jealous because they also, of course, would like to use it in the time, but they can't. So it's a real difference. Our government is much more permissive on these questions, yes. And therapies don't cost very much. It's nothing. The most cost and complicated treatment is immunoglobulins. Yeah.
Still covered? IVIG still covered? In some cases, yes. Who pays adalimumab and the immunoglobulin here? It's new. Je sais plus. C'est les impôts. C'est les impôts. C'est hospital. Yes, you have social security. Well, I think all of these treatments you discussed are, we would say, non-standard treatments. And they have been studied, not just 3 years, not 5 years. They've been studied for some of them 20 years. And I will admit there are some patients. You presented 12 losses, you tried this, you tried that. The problem is then your next patient who has 2 losses. Oh, my friend saw Dr. McKinney and he gave her intralipid, or he gave IVIG, and then everybody, they've had 1 loss, maybe no, they want IVIG, they want No. I mean, we went through these things 10, 15 years ago in the U.S. Everybody was coming to the door, give me IVIG, write a letter to the insurance company. Anyway, there are some few patients, the histiocytis, yes, this is known. But many of these patients, I don't know. I want to look at these studies a little bit more carefully because I didn't carefully look at these studies. Yes. But 10 days patients, you can see the history of patients. Of course, it's a very important question. The important question is when people see that. There is a lot of forums, actually. We have a lot of people who come from Europe, actually, from forums. And one of the forums which is very important, and I see because there are some patients in Bivisio, is the Chronic Histiocytic Forum, which is a very good one, really. And we know very well the president, etc. So, of course, the patients coming, but it's the same for HLI, the same for the PGT, etc. It's our job to say them when we do have or don't have. And clearly, women that have 10, 12 or 50 pregnancy losses, it's not just, I don't believe that it could be just anything like cocooning, etc. It's really probably, but we have to do trials, of course, and we present you the trials because it's the research must be scientific, of course.